Contenu du document, j'aimerais poser quelques questions dans la continuité d'ailleurs de ce qu'a dit Aïssa Benbraham, puisque c'est vrai que c'est bien d'avoir un document de qualité, et incontestablement il l'est. D'ailleurs, je l'avais déjà souligné les années précédentes. Il y a plus de photos et de couleurs qu'à notre époque. Et ce document de qualité sur la forme, il est effectivement agréable à lire, avec les réserves évidemment qu'on peut émettre sur le contenu et la qualité et la précision des informations qui y sont détenues. Et il nous semble que ce type de document est habituellement le fruit du travail de la communication, du service communication de la ville, des agents de la ville. En tout cas, à notre époque, c'était comme ça, et je pense que c'était le cas jusqu'à présent, et que c'est donc un document qui est réalisé en interne. D'ailleurs, c'est vrai que sur le contenu, on a l'impression qu'il y a eu un effet copier-coller entre le document de l'année dernière et le document de cette année, puisque je pense que les différences entre les deux documents sont moins importantes que les ressemblances. Donc ça veut dire qu'on a quasiment le même document. Et pourtant, de manière étonnante, il semblerait que cette année, pour ce rapport, la ville ait décidé de faire appel à un prestataire extérieur. En effet, je vous renvoie à la délibération numéro 14 de ce même conseil, c'est un hasard, où à l'agenda 21, bon, je ne comprends pas très bien, la direction s'appelle encore agenda 21 dans le document, alors que dans les autres, elle s'appelle développement durable. Il est intitulé « Un marché, contrat pluriannuel pour la mise à jour annuelle du rapport de développement durable de la ville ». Alors, on a un petit peu cherché à comprendre pourquoi vous aviez fait un choix d'externaliser ce travail, parce que, en plus, quand on lit le DOB, le document d'orientation budgétaire, on a l'impression que vous vous félicitez de faire des économies en rapatriant des services ou des missions qui auparavant étaient externalisées et qui maintenant sont reprises en régie par les services de la ville. Et là, on a une dépense qui n'est pas tout à fait anodine, d'un montant de 8 250 € pour un contrat de 3 années avec donc une société qui s'appelle Immédiat Service. Alors là, on s'est posé plusieurs questions. D'abord, la première, je viens de le dire, pourquoi faire appel à un prestataire extérieur quand les services de la ville sont tout à fait capables de réaliser un document de cette qualité? Et d'ailleurs, ils en ont fait la preuve depuis plusieurs années, puisque jusqu'à présent... il était déjà fait l'année dernière. Ah, bon, bah très bien. Donc vous n'aviez pas vu l'année dernière? Bah écoutez, on n'avait pas repéré qu'il y avait un marché qui était passé, mais c'était marqué nulle part, Madame le maire. En tout cas, c'est le même. En tout cas, ils ont fait... Alors si c'est ça, vous vous êtes fait arnaquer, parce qu'ils vous ont refilé exactement le même document que l'année dernière pour 8 000 €. Donc ça veut dire que de toute façon, vous n'êtes pas... 8 000 € sur 3 ans. Vous n'êtes pas une très bonne gestionnaire. Non. Mais à mon avis, le problème... Vous pouvez le multiplier par 10 sur 10 ans et puis on verra ce que ça fait. Si je peux terminer mon propos, parce que j'ai pas fini. Non, mais il ne faut pas dire des contre-vérités comme vous. Ah non, mais attendez, je pose des questions. Je pose des questions. Je pose la question, d'ailleurs vous n'y répondez pas. C'est des affirmations. C'est pourquoi, donc je répète, hein, pour que tout le monde comprenne bien, parce que je suis souvent interrompu par Madame Guetta, c'est un peu pénible. Pourquoi recourir à un prestataire externe quand les services de la ville sont capables de réaliser ce document? Pourquoi? Moi, j'estime que c'est une dépense inutile. Mais, plus intéressant, c'est qu'on a une autre question, c'est quand vous avez choisi ce prestataire, est-ce que vous avez fait plusieurs devis? Autrement dit, est-ce que la prestation vaut ce que vous la payez? Et pourquoi on pose cette question? Parce que, clairement, compte tenu du prestataire que vous avez choisi, il y a un soupçon de favoritisme. Pourquoi? Parce qu'en cherchant, nous avons découvert que dans les dirigeants de cette société Immédiat Service, il y avait plusieurs colistiers de M. Métias, donc des gens qui étaient candidats avec lui aux élections municipales de mars 2014. Donc vous comprendrez que dans ces conditions, on ne peut que s'interroger sur l'opportunité de ce contrat, d'une part. Et d'ailleurs, on aimerait bien en avoir un exemplaire, du coup, une copie, et des devis, si vous en avez fait faire, pour savoir effectivement comment on est arrivé à ce montant de 8 200 €. Et nous sommes fondés à ce que vous, Madame le maire, ou votre adjoint, donniez des réponses précises aux questions que je viens de poser. Parce que là, clairement, on a de fortes interrogations sur la pertinence du choix que vous avez fait. Non pas forcément le choix du prestataire, d'ailleurs nous ne le connaissons pas, contrairement à M. Métias, mais en tout cas sur la qualité du travail réalisé, surtout après ce que vient de décrire M. Benbraham, c'est-à-dire qu'on a quasiment le même document d'une année sur l'autre. Donc c'est extrêmement choquant d'externaliser une prestation
de la payer pour en plus avoir un travail qui visiblement n'a pas forcément une plus-value par rapport à ce qui se faisait auparavant dans les services. Alors je ferme cette parenthèse qui c'était sur la forme du rapport. Sur le fond, bon, je m'inscris totalement dans ce qui a été dit par Philippe Sarr et Aïssa Benbrahma, ça ne vous étonnera pas. À savoir qu'effectivement, le moins qu'on puisse dire, c'est que heureusement qu'on a réalisé un agenda 21 et qu'on a fait un travail de fond important pendant 6 ans. Parce que là, sur un certain nombre de sujets, il y a aussi beaucoup de copier-coller et du copier-coller du travail notamment que nous avons réalisé. Je prendrai simplement un exemple, parce que je pourrais détailler, mais le document fait 40 pages, on ne va pas non plus y passer toute la soirée. Mais Philippe Sarr l'a souligné, là où c'est le plus flagrant, c'est sur l'administration exemplaire. Parce que là, c'est nous qui, en 2011, avons initié un agenda 21 interne des services municipaux. Et je vais vous dire, je me suis replongé dans ce que nous avions fait. Et nous avions fait du bien meilleur travail que ce que vous nous présentez ici. On n'en doute pas, on n'en a jamais douté. D'abord. Jamais. Non, mais d'abord, parce que... Votre modestie... Non, mais je vais vous expliquer pourquoi, si ça vous intéresse. Après, je pense que le développement durable, ça ne vous intéresse pas. On n'a qu'à voir ce qui se passe dans la ville en ce moment avec les projets immobiliers. On voit bien que ce n'est pas votre sujet. Mais nous, ça nous intéresse et on a des choses à dire. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que nous, ce qu'on avait choisi comme axe de travail sur cet agenda 21 des services, c'était 5 axes. Il y avait d'abord les bâtiments économes. Et dans une ville où il y a beaucoup d'équipements publics et beaucoup de bâtiments publics, je pense que ça a tout à fait son sens. Il y avait les achats durables, qui ne sont plus dans votre document. Les achats durables, c'est pareil. La ville a beaucoup de marchés publics, elle a beaucoup de contrats avec des sociétés. Et donc, dans les clauses de marché, elle peut insérer des clauses et faire en sorte, effectivement, de favoriser le mieux-disant environnemental. Donc ça n'est plus présent non plus dans votre travail. Il y avait le tri et gestion des déchets, ça vous l'avez gardé. Il y a un autre dossier, il y a un autre axe important, qui nous paraissait important, qui a totalement disparu, c'est la santé et le bien-être au travail des agents municipaux. Donc là, j'ai l'impression qu'effectivement, c'est plus tout à fait un sujet qui vous intéresse. Et puis, on avait un plan de déplacement de l'administration. Alors bon, vous avez appelé ça se déplacer autrement, mais nous, on avait un vrai plan avec une série d'actions et on les déclinait notamment effectivement autour de la pratique du vélo, de la marche, bref, des mobilités alternatives. Et les chiffres qui ont été donnés tout à l'heure sur la baisse de l'utilisation des vélos par les agents est assez significatif de la perte aussi d'ambition et d'objectifs. Monsieur Bachelet, vous êtes à 9 minutes de parole. C'est largement... Ah non, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Voilà, et vous m'avez coupé. En plus, vous m'avez coupé. En principe, donc, vous avez droit à 5 minutes. Voilà. Oui, d'accord. Bon, enfin, donc, je vais quand vous même... avez presque doublé votre temps. Je vais quand et même... il y a encore 2 autres personnes qui doivent parler. Oui, mais ça, ils ne sont pas dans mon groupe. Donc, je suis désolé, pour mon groupe, il n'y a qu'une seule personne qui s'exprime. Donc, je voudrais donner encore 2 ou 3 éléments qui me semblent montrer... que vous êtes un petit peu hors sujet sur ce document. Bon, vous parlez beaucoup du Square Médéric, c'est très bien, mais en faire le projet phare majeur du développement durable à Colombes, j'ai pas le sentiment non plus que ça soit forcément ce qu'on attend d'un projet pour une ville plus écologique. Le Vélib, vous mettez ça en avant aussi comme une action structurante. Je vous rappelle que c'est vous qui étiez opposé il y a encore moins d'1 an à ce que Vélib arrive à Colombes et qu'on a réussi à vous convaincre, sans doute avec d'autres personnes, qu'il fallait que Vélib vienne à Colombes, et vous avez mis 5 stations, soit autant qu'une ville comme La Garenne-Colombes de 20 000 habitants. Donc Colombes va accueillir royalement 5 stations de Vélib, alors qu'il devrait y en avoir au moins le double, peut-être même le triple. Donc franchement, en faire aussi un axe majeur du développement durable, c'est quand même gonflé. Vous connaissez le déficit d'Autolib? C'est quand même gonflé. Voilà. Mais Vélib va venir sur la ville. Vélib et Autolib, c'est la même chose. Bon, alors sur la partie mobilité, mais on y reviendra tout à l'heure parce qu'il y a une délibération sur le stationnement. C'est vrai que dans la partie qui s'appelle mobilité alternative, évoquer les facilités de paiement pour Q-Park, je ne vois pas le rapport avec les mobilités alternatives. Enfin, le seul développement durable, en l'occurrence, c'est celui des recettes de Q-Park. Et deuxièmement, vous mettez les zones bleues. Là, excusez-moi, on est sur du stationnement de voitures en voirie. Je ne vois pas le rapport avec les mobilités alternatives. Donc, c'est pour montrer un peu le manque de cohérence qu'il y a dans ce document. Je termine. C'est pas parce que vous ne comprenez pas qu'il n'y a pas de cohérence. Oui, mais si, on a bien compris. On a bien compris que c'est du grand n'importe quoi. Alors, une autre chose qui m'a frappé par rapport au document que nous produisions il y a quelques années, c'est qu'il n'y a rien non plus sur le PLU. L'urbanisme durable, c'était
un axe fort que nous avions développé dans l'agenda 21, puis ensuite dans les différents travaux qu'il y a eu autour du PLU, l'urbanisme durable. Là, effectivement, on est passé à une autre étape, pas de concertation, des permis de construire délivrés à la mitraillette. Le passif est lourd en la matière. D'ailleurs, il y a des photos de presque tous les élus, sauf Amélie Delattre, qui, elle, n'a pas droit de citer dans ce document. Bon, c'est dommage, je pense qu'elle n'a pas non plus droit de citer sur les questions d'aménagement, ça se décide autrement. Ce que je veux dire, c'est que vous égrenez une succession d'actions où il y a un manque de cohérence et d'objectifs clairs. On est dans une démarche purement déclarative. Il y a clairement une volonté de s'appuyer sur le travail qui a été fait à l'époque de l'agenda 21, mais sans assumer une nouvelle étape. Et il n'y a absolument aucune méthode, contrairement à ce que nous avions fait. Je vous rappelle que quand nous avions lancé l'agenda en 2009, Philippe Sarr l'a rappelé, on avait rempli l'avant-scène avec 500 personnes pour les lancements des assises pour une ville écologique. Et ensuite, on avait décliné ça dans les conseils de quartier, on avait décliné ça dans des ateliers thématiques, tout ça pour construire un agenda 21 digne de ce nom. Il est clair que depuis que vous êtes arrivé aux affaires, on n'est plus du tout dans cette trajectoire et que votre rapport dissimule de plus en plus mal la réalité de vos renoncements en matière d'écologie et de développement durable. Monsieur Šimović. Merci. Écoutez, moi, comme tout le monde, j'ai regardé le document, mais alors je ne suis pas allé chercher le document de l'année dernière parce que je me doutais que de toute façon, il n'y aurait pas de grandes évolutions. Donc, je ne suis pas fatigué à faire cet exercice. Par contre, ma réflexion de fond qui va guider mon intervention, c'est quand même un petit peu le changement de période. Parce que finalement, on a dans ce document, comme on avait les années antérieures, mais y compris sous l'ancienne mandature, une espèce de catalogue des actions qui étaient menées ou qu'il fallait mener, qui étaient développées sur différents sujets. La différence maintenant, je crois, c'est la prise de conscience qu'il y a en France sur les enjeux environnementaux avec la COP21 qui s'est passée à Paris, qui s'est déroulée à Paris, avec aussi la loi de transition écologique de 2015. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a défini globalement des grands objectifs et on demande aux collectivités de remplir leur part de contrat pour aboutir à des objectifs, à satisfaire ces objectifs petit à petit dans le temps, la loi précisant même un certain nombre d'objectifs. Alors, bien sûr, j'ai regardé aussi la qualité du document et j'ai repéré aussi dans la délibération 14 cette dépense de 8 000 €. J'ai été surpris parce que je pensais que les services étaient capables de faire ce travail de recensement, d'actualisation et je vois pas pourquoi vous faites appel à un prestataire extérieur. J'ai franchement été surpris. Voilà. Après, le problème, c'est de définir pour vous une espèce de trajectoire, de stratégie globale sur la ville et de trajectoire, de guide d'action pour améliorer un certain nombre de mesures en termes d'efficacité environnementale ou écologique. Alors, quand on regarde, par exemple, les émissions de gaz à effet de serre, il y a des objectifs qui sont définis avec une diminution de l'ordre de 20% des consommations énergétiques. Et là, si on met un chapeau d'économie énergétique, on ne voit pas dans le document-là comment ça se construit pour aller vers une diminution des consommations énergétiques. C'est pareil, et c'était passé dans le rapport du CIPEREC, dans le dernier rapport du CIPEREC, et même, je crois, dans celui de l'année d'avant, il y a des objectifs en termes d'énergie renouvelable, je crois qui relayent les positions de la région Île-de-France, qui est une consommation d'énergie renouvelable autour de 11%. Où sont les énergies renouvelables dans la démarche de la commune et comment est-ce que vous quantifiez? Et en fait, en plus, vous n'avez pas de bilan, c'est-à-dire un point de départ, un point d'arrivée, un point d'étape
étapes. Et donc, quels sont les objectifs? Comment vous les quantifiez? Comment vous analysez? Comment vous rectifiez? Comment vous corrigez? Ça, c'est quand même une difficulté dans ce document qui est encore une fois une espèce de catalogue à la Prévert intéressant. Moi, je suis satisfait. Je vous félicite de toute une série de mesures qui sont présentées dans le document, mais que je trouve aujourd'hui insuffisantes pour la suite et l'intérêt des Colombiens. Sur les énergies, par exemple, vous évoquez le dispositif Habité durable. En même temps, vous mélangez des données 2016 et 2017. Bon, c'est peut-être pas suffisant, quoi, dans cette dimension-là. On voit beaucoup de Colombiens, des particuliers dans la zone pavillonnaire, qui font eux-mêmes des installations de toitures photovoltaïques, etc. Pourquoi est-ce que votre plan n'intègre pas aussi les initiatives individuelles des Colombiens? Ça serait bien que ça ne reste pas uniquement à la sphère publique, mais aussi à la sphère citoyenne de ce point de vue-là. Concernant les déplacements, alors on a un beau transparent dans le document sur les zones 30. J'ai vu, alors c'est sur l'axe sportif aussi, dans une des réponses que vous aviez faites sur l'axe sportif, vous expliquez que vous réfléchissiez à faire de Colombes une ville 30. Mais vous n'en parlez même pas dans le document en termes de pistes de réflexion. C'est dommage, puisque vous l'avez répondu dans une enquête publique. Il y a des villes dans les Hauts-de-Seine, Clamart, Fontenay-aux-Roses, Sceaux, sans aller trop loin, vous voyez, je reste dans les Hauts-de-Seine, qui sont déjà devenues des villes 30. C'est-à-dire que l'ensemble des rues communales sont à vitesse limitée à 30 à l'heure, ce qui permet, de toute façon, à Colombes, dans toutes les rues, on roule rarement au-delà de 30 à l'heure, j'ai déjà dit plusieurs fois. Donc pourquoi ne pas passer la ville à 30 à l'heure, et puis sur les voies communales, et ça sécurise quand même, et ça rassure beaucoup de familles, des gens qui se déplacent avec d'autres modes. Vous êtes quand même encore axé sur le tout voiture, on voit bien dans vos démarches, et d'ailleurs, c'est étonnant parce qu'il y a un graphique qui est glissé, alors je ne sais plus quelle est la page 22, qui nous explique que la voiture émet 250 grammes de CO2, un bus 100 grammes, un vélo 0 grammes. La logique de ce graphique, c'est de dire il faut moins prendre la voiture en termes de pollution et aller plus vers les transports collectifs et aller plus vers les circulations douces comme les vélos.